Alors, chers collègues, chers amis, bonjour toutes et tous. Là, on va parler d'un traitement qui est clairement très utilisé en oncologie, pas qu'en oncologie, et ce sont des traitements qui ont révolutionné clairement l'histoire des patients atteints par un cancer. On parle des checkpoint inhibitors, ce sont des inhibiteurs de point de contrôle, et surtout on parlera aujourd'hui pas de l'efficacité, mais des effets secondaires que parfois j'ai l'impression qu'on sous-estime un peu. Là, c'est un peu l'outline, donc on parlait un peu déjà pour vous donner une idée de pourquoi on utilise les inhibiteurs de point de contrôle. Chaque fois que je parle de checkpoint inhibitor, j'utilise cette diapo. C'est une manière de peut-être fait que ces traitements ont été développés avant dans la maladie métastatique, surtout le mélanome, après a été développé dans le cancer du poumon, et après aujourd'hui en oncologie on l'utilise presque un peu dans tous les cas avec des résultats différents, mais clairement on les utilise beaucoup. Comme d'habitude en oncologie, quand quelque chose fonctionne dans le setting métastatique, quand la maladie est déjà plutôt avancée, on essaye de avancer, de l'utiliser le plus précocement possible. Et donc on a commencé à l'utiliser dans le setting qu'on appelle adjuvant. On est adjuvant, ça veut dire quoi? Quand la maladie est réséquée complètement, on donne un traitement qui s'appelle adjuvant. Ou quand la maladie est résectable, mais nous on veut la traiter en tout cas pour peut-être avoir encore une meilleure réponse, donc c'est le setting néoadjuvant, dont on le donne avant un traitement chirurgical. Et était développé pour le mélanome au début, après de nouveau pour le poumon. Et ça fait déjà 2-3 ans. Et on a de plus en plus la possibilité de l'utiliser dans la pratique clinique. Après, est-ce qu'il y a des toxicités qu'on appelle immunorelated? Donc, clairement, c'est l'effet de traitement, toxicité spécifique liée au traitement qu'on donne. Et la réponse est clairement oui. Et il y a un article que je vous conseille fortement d'aller lire. C'est un méta-analyse qui était publié en 2024 sur Lancet Oncology, où ils ont effectivement considéré et évalué plusieurs études. Je vais vous montrer la liste des études dans le setting néoadjuvant-adjuvant dans plusieurs types de cancers, mais surtout clairement le mélanome et le cancer pulmonaire, et ils ont allé chercher s'il y avait des différences significatives par rapport aux toxicités graves. Pas des toxicités de grade 1 ou 2, ça veut dire toxicités, on dit très légères, mais toxicités plutôt graves. Et aussi s'il y avait des toxicités mortelles, donc fatales. Et là, c'est juste la liste, ils ont fait un travail incroyable. Ils ont sélectionné à la fin 28 études randomisées. Il faut aussi se rappeler qu'on dans l'étude randomisée, on a les cas hyper sélectionnés. Les patients sont vraiment suivis de façon très claire et très rapprochée. Et ils ont inclus environ 17 000 patients. Donc c'est vraiment hyper représentatif. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Déjà, que la mortalité liée à la toxicité des grades 3 et 4 est très, comme on peut imaginer, légèrement augmentée chez les patients traités par immunocheckpoint inhibitor. Clairement, le bras standard était le placebo, parce qu'il n'y avait pas des standards comparatifs, parce qu'en adjuvant, il n'y avait pas nécessairement l'immunothérapie, donc c'était immunothérapie en adjuvant versus placebo, et vous voyez qu'il y a une légère augmentation de la mortalité. Et donc, combien de cas? Je vais bien dire qu'il y avait 17 000 patients. Environ, ils ont récolté 40 cas, ils ont retrouvé 40 cas de décès. Donc, c'est 0,2, 0,3%. C'est pas zéro. On peut imaginer que c'est un chiffre très faible. Dans un mois, c'est pas zéro. Et je répète, ce sont des patients potentiellement guéris. Parce qu'on va réséquer la maladie, il n'y a plus rien. Techniquement, le patient est guéri, on a la probabilité d'être guéri. Et c'est la même chose avec la thérapie néoadjuvante. Ça veut dire que la maladie est résectable. Et quelle est la cause la plus fréquente de mortalité? C'est la myocardite, donc c'est quelque chose que clairement t'intéresse beaucoup, et c'est 12,5% des cas, et après c'est les pneumonites. Donc c'est les toxicités que malheureusement on voit aussi dans le setting métastatique, la pneumonite surtout. Les myocardites, c'est clairement une toxicité beaucoup plus rare, mais extrêmement létale, et ça c'est hyper important de se rappeler. Après, ils ont aussi clairement regardé s'il y avait un risque plus élevé des grades 3, 4 des toxicités, mais c'est clair que si on donne un traitement versus pas donner un traitement, c'est clair qu'il y a une toxicité de grade 3 et 4 beaucoup plus élevée que si on donne un traitement. Ça, c'est net et clair. Comment il faut interpréter ça? Mais moi, je voudrais ajouter juste un info en plus. Quand on parle de thérapie adjuvante, quel est le but? Mais c'est de clairement prolonger pour augmenter la survie, parce qu'on veut que la personne puisse vivre plus de temps, mais aussi mieux ou pas pire. Donc, les données des quality of life. Donc, on donne un traitement qui peut-être peut augmenter la quantité. Est-ce que ça peut améliorer ou pas impacter sur la
quality of life, sur la qualité de la vie. Mais là, malheureusement, les données qu'on a ne sont pas tip-top. Et là, on a une méta-analyse qui a été publiée par un de mes collègues comme premier auteur, le docteur Timothée Olivier, sur Journal Cancer Policy. De nouveau, si vous intéresse, je vous invite à le lire. Ils ont regardé pas mal d'études qui étaient publiées, qui étaient approuvées aussi, des molécules qui étaient approuvées par la FDA, la période 2018-2022, et ils ont mis en évidence pas mal de bias, pas mal de, on dit oui, des problèmes qui questionnent si la manière avec laquelle on mesure la quality of life dans les études adjuvantes, déjà, soit vraiment fiable, si c'est correct, et surtout si on peut vraiment dire que l'étude, que les traitements qu'on donne et qui sont approuvés dans le setting adjuvant, là c'était aussi, il y avait pas mal d'études, c'est vraiment quelque chose à laquelle on peut faire confiance. Et il y a des doutes. On dit, on ne va pas dire que ce n'est pas correct, on dit que pour le moment, on n'a pas développé des tools qui nous permettent de le mesurer de façon très correcte. Donc on a dit qu'il y a la toxicité, on a dit qu'on n'est pas certain de la quality of life, peut-être ce n'est pas impacté, mais on n'est pas certain. Mais après, il n'y a pas que la mortalité. Si on donne un traitement à un patient et peut-être on va augmenter, après on verra, on n'est pas certain, la quantité, est-ce qu'il y a aussi de la toxicité chronique? Il n'y a pas que la mortalité qu'on a vu être très faible. Et là, en réalité, là, juste, il y en a plein d'études. Très rapidement, cette étude-là, qui a été publiée en JAMA Network Europe en 2023, ils ont considéré 318 cas des patients qui ont développé de la toxicité, chronique. Et là, juste pour montrer quelles sont les toxicités plus classiques et chroniques qui peuvent peut-être rester malgré le fait que la maladie n'est plus là, le traitement est terminé. Mais nous, il faut se rappeler quand le patient a eu sa chirurgie, entre guillemets, est complètement guéri. Donc, pas de symptômes, très bien. Et nous, peut-être, parfois, on le rend malade. Et, quelle est la toxicité la plus fréquente? Mais on a des arthrites. De souvent, le patient se plante avec des douleurs articulaires très importantes. On a un rhumatologue, à juste titre, qui peut-être déjà vu pas mal des patients qui n'ont pas de maladie, qui étaient traités avec l'idée de peut-être on va augmenter la qualité de vie, peut-être on va pas la quantité de vie, peut-être on va pas impacter sur la qualité, qui se retrouvent avec un cadeau, l'arthrite. Et c'est pas que l'arthrite. On a aussi parfois des formes de dermatite, et encore plus, on sait que souvent, ça c'est, vous avez vu 15% des cas, il y a des données qui disent même jusqu'avant, ça veut dire un patient sous son, malheureusement, un dysfonction thyroïdienne. Rien de grave, mais ça veut dire qu'on doit lui donner un traitement à vie pour remplacer clairement le fait qu'il ne produit plus l'hormone thyroïdien. De nouveau, il faut se rappeler tout ça, qu'on propose des traitements aux patients. Et là, je m'arrête avec les derniers deux infos. Par contre, il y a pas mal des données qui montrent, ça c'était avec notre immunothérapie classique pour le cancer pulmonaire, pour le mélanome, ils ont collecté dans Data Registry pas mal de données avec presque 9000 patients. Est-ce que c'est safe de donner la thérapie pembrolizumab? C'est l'anti-PD1, ça s'était donné surtout métastatique, et vous voyez que la mortalité est effectivement très basse. Par contre, la toxicité n'est pas négligeable. Et quand il y a de la toxicité, il faut rappeler que le premier traitement qu'on donne, nous, sont les stéroïdes. Et qui connaît les stéroïdes et qui l'utilise, ils savent clairement qu'il y a des effets secondaires liés aux stéroïdes, et le sévrage, ce n'est pas si simple. Là, ça nécessite effectivement pas mal d'investissements médicaux et de la part du patient aussi. La toxicité, dernière chose, le début des symptômes, malheureusement, et ça c'est un diapo qui montre en gros qu'il y a pas mal des effets secondaires, et vous voyez que là on a marqué combien de jours en médiane ça prend pour avoir un début des symptômes, mais en réalité la variable est très large. Et ça veut dire aussi que si vous donnez un traitement d'immunothérapie, n'importe dans quel moment, il y a la possibilité de développer des symptômes liés à l'immunothérapie, donc c'est en gros la toxicité. Et ça, c'est aussi très important à rappeler. En conclusion, je vais m'arrêter là. On utilise de plus en plus des inhibiteurs point contrôle, très efficaces, en révolution l'oncologie, j'en aucun doute. Dans le setting adjuvant, je vous rappelle, je vois pas mal de jeunes collègues dans la salle, que dans le traitement adjuvant, surtout pour le mélanome par exemple, aujourd'hui, on n'a pas encore des données qui démontrent de façon très claire que l'immunothérapie dans le mélanome a amélioré ou augmenté la quantité de vie. On attend encore l'OS final, n'est pas encore disponible, ça fait 6-7 ans qu'on l'attend, n'est pas encore là. Probablement, on va l'améliorer, mais il y a des choses qui sont certaines. Un, qu'il y a un risque de mortalité, c'est très bas, mais ce n'est pas zéro. Ça, il faut, à mon avis, partager avec le patient. On sait que la qualité de vie peut-être va être impactée. On sait qu'il y a des toxicités chroniques.
Donc avant de dire on le donne parce qu'il est très efficace, c'est magnifique, il faut connaître les toxicités, même si ce sont des toxicités qu'on gère et qu'on gère très bien, mais ce n'est pas toxique qui n'existe pas. Donc, et je vais conclure avec un message que je donne chaque fois, mais first de no harm, ça il faut vraiment se rappeler que chaque fois qu'on donne un traitement, il y a des toxicités, il ne faut pas les banaliser, il faut partager avec le patient pour pouvoir décider avec la personne et pas pour la personne. Merci de votre attention.